Ben non, ça a toujours été. Bonjour, bienvenue au vidéo de Guillaume. Alors, je vous propose une visite autour de 3 thèmes. Un, je vais vous parler du passé vitivinicole de la région. Après, je vous parlerai un peu plus de notre application dans le milieu viticole. Puis après, on parlera vinification. Et après, il y a les travaux pratiques. C'est de l'autre côté, c'est pas moi qui m'en occupe. Alors, les premiers textes parlant de vignes dans le secteur, ça date de 1049. Dans une bulle du pape, le pape définissait les droits et devoirs des archevêques de Besançon, vous m'entendez? Oui. Des archevêques de Besançon, sur le secteur de Gite, au niveau du château, des terres que des vignes. La vigne, si on regarde bien son origine, c'est l'Asie mineure, c'est-à-dire en Irak. C'est là où on a trouvé les plus vieilles traces de vignes il y a 11 000 ans. Ensuite, vous avez Alexandre le Gros, les Grecs et les Romains qui l'ont développé autour du bassin méditerranéen. Et après, c'est les ecclésiastiques. C'est les ecclésiastiques qui ont pris le relais et qui ont amené la vigne partout où ils allaient évangéliser une région. Et la vigne, on pense qu'elle est arrivée ici aux alentours des années 400, 450, mais les premiers textes officiels, c'est 1049. D'ailleurs, à cette époque-là, il y a un gars qui a dû écrire à peu près sur toute la vigne qu'il y avait en Haute-Saône. Parce qu'en 1049, il parle de Gine, 1051, il parle de Champlitte, 1053 de Cherlieu. Donc, en fait, il passe à peu près 2 ans dans chaque coin. L'histoire de faire le tour des caves, on va écrire. Et puis voilà. Pour notre secteur, c'est les archevêques de Besançon qui étaient les promoteurs des vins. Et il y avait déjà de l'incitation fiscale à l'époque, parce que quand les gens défrichaient une terre pour y planter des vignes, il y a certaines taxes qu'ils n'avaient pas payées. Et le blason de J, c'est 2 mains qui sont l'une dans l'autre, comme ça. En fait, c'est la main de l'archevêque avec la main du peuple. Ouais, et il y avait peu de servage, donc il y avait beaucoup les gens gagnaient un peu mieux leur vie et vivaient beaucoup mieux que dans d'autres coins. Les archevêques faisaient le commerce du vin, le vin se buvait à la table du haut clergé, de la noblesse, ils partaient dans les royaumes du Nord. Frédéric Barberousse en était, paraît-il, un fervent consommateur. Après, ça partait au Danemark, ça partait jusqu'en Russie, où Catherine de Russie les appréciait beaucoup, dit-on. Il faut quand même imaginer qu'à l'époque, le voyage, il se faisait soit par voie fluviale, soit par voie maritime. Donc si jamais vous faites Saint-Pétersbourg via le port de Grès, c'était pas Grès le plus compliqué, mais quand même bien le reste du transport, il fallait que les vins arrivent en état. Donc historiquement, on sait qu'on peut faire des vins qui soient structurés, qui soient capables de voyager. Avec la Révolution française, tout va changer. La charge, elle est retirée aux archevêques, donc ils vont arrêter de faire le commerce du vin. Par contre, la Haute-Saône a été dans les premiers départements industriels, et dans le salaire des gens, il y avait une partie du salaire qui était payée en nature, donc en vin. Et par exemple, dans le salaire d'un maître de forge, vous aviez 12 litres de vin par jour. Non mais l'eau était polluée, il valait mieux boire du vin. Ça reste toujours vrai d'ailleurs, ça a un aspect sanitaire. Mais par contre, on n'est plus sur les vins structurés dont je vous parlais, on était sur des vins de soif et dans cet âge-là a changé. On était sur des vins qui étaient à faible degré, entre 6 et 8 degrés. Donc on pourrait en boire un peu plus. Donc le vignoble va se développer, et l'apogée du vignoble c'est en 1850. En 1850, entre Charsaigne, Gy, Lucé, en fait sur une quinzaine de kilomètres, vous avez à peu près 2000 hectares de vignes. 2000 hectares de vignes, c'est l'équivalent de ce qui est planté dans le Jura pour l'instant. Tout ce qui pouvait être planté en vigne était planté en vigne. Tout ce qui était trop haut en altitude, c'était des bois d'acacia qui permettaient de faire des échelons, parce que les vignes étaient plantées en foule. Donc chaque pied de vigne avait son propre piquet pour être attaché. Et tout ce qui était trop gélif, il mettait d'autres cultures. Mais c'était vraiment un paysage de monoculture de la vigne. Et où on a eu un maximum de population. L'église de Charsaigne a été construite en 1848, parce que l'ancienne église était trop petite pour que les gens puissent y rentrer. Celle de Gy, c'est de 1780. 1770, 1780. Ça a été
Donc il y avait un grand boom économique. Quand vous êtes venu, vous avez dit vous n'avez pas trouvé beaucoup de vignes. En fait, tout a périclité entre 1850 et 1920. La première cause, c'est le choléra qui est arrivé sur J, qui en 6 mois a décimé 25% de la population. Et si habituellement vous avez toujours un cimetière autour des églises, sur J, le cimetière, ils l'ont mis au coin des bois pour essayer d'endiguer l'épidémie. Après, vous avez le mildiou, qui sont du cryptogame qui viennent des États-Unis, qui nous posent toujours des soucis. Et si jamais vous jardinez un peu, je pense qu'entre 2021 et 2024, le mildiou, il a mangé beaucoup plus de tomates que vous. Mais ça, c'est des champignons qui nous posent toujours des soucis. En 1890, il y a le phylloxéra qui nous a touchés, qui a obligé à replanter les vignes. La Première Guerre mondiale, quand on est des bras bien loin des vignes. Mon grand-père a planté une vigne en 1910. Quand il est parti à l'armée, c'était en août 1913. Et quand il a été démobilisé, c'était en novembre 1919. Une vigne qu'il a plantée dans laquelle on n'a jamais été coupé un seul raisin. Tout ce qu'on a été coupé, c'est 30 ans plus tard des acacias. Mais c'est pas franchement ce qu'il avait mis au départ. Et puis vous avez le train. On va me dire qu'est-ce que le train vient faire là-dedans. En fait, le train, il a permis aux vins du Sud d'arriver suffisamment vite et en bon état pour faire concurrence aux vins locaux. Tant qu'il n'y avait pas le train, que les vins du Sud arrivaient par voie fluviale, ils arrivaient plutôt ici à l'état de vinaigre et les gens ne mangeaient pas suffisamment de salade pour que ce soit supportable pour eux. Donc ils ne nous posaient pas de soucis. Par contre, avec le train, les vins sont venus, ils ont été dispatchés suffisamment largement. Et ils se sont installés d'autant plus facilement qu'entre 1850 et 1860, il y a une période qu'on a appelée les 7 vaches maigres. En fait, sur 10 millésimes, il y en a eu 7 qui ont été pitoyables. En particulier 1855, c'est l'année où mon arrière-grand-père était conscrit. Cette année-là, ils ont fait 15 seilles de vin. Une seille, ça fait 11 litres, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas fait 200 litres de vin dans leur année. Mais les gens continuent à consommer, donc ils se sont tournés vers d'autres vins se sont installés, et quand vous n'avez pas les bonnes cartes dans les mains, les lois économiques étant au moins aussi rudes à cette époque-là qu'elles peuvent l'être maintenant, vous avez perdu un marché, vous n'avez pas les cartes pour le reprendre, mais le marché il est perdu, définitivement perdu. Les gens vendaient plus leur vin, ou du moins gagnaient plus leur vie en le vendant, ont commencé à arracher des vignes, sont partis sur un système de polyculture élevage. Ils ont acheté une vache et en même temps, et puis ils ont commencé à faire de l'agriculture vivrière. En même temps, la boulangerie de Charsaigne était liée à la laiterie, c'était du côté de ma maman et puis de ma grand-mère maternelle. Et en fait, ils avaient les deux. Et en 1920, ils ont leur frère qui avait une grosse laiterie qui était sur J, mais qui est tombée en faillite. Et ils lui ont dit, écoute, on va te laisser la petite laiterie de Charsaigne, ça te permettra de faire vivre ta famille, puis nous on va garder la boulangerie, parce que ça on sait faire. C'est peut-être pas forcément le meilleur choix qu'ils aient fait, puisque maintenant il y a quand même 230 personnes qui travaillent à la laiterie, il y a quand même un peu de boulot qui s'est fait derrière. La laiterie de Charsaigne, la boulangerie de Charsaigne, elle est un peu vivotante, on va dire. Donc ça, c'est l'histoire de notre village. Là, au milieu, on a une place un peu à part. On est viticulteur depuis 1732 et surtout, on est pépiniériste depuis 1895. Donc j'ai commencé ni l'une ni l'autre des activités, même si le vin conserve. Et je vais vous expliquer un peu comment est-ce qu'on fait un pied de vigne. Jusqu'avant le phylloxéra, pour faire un pied de vigne, il y avait deux solutions. Soit on prenait un sarment, on le piquait dans le sol, on faisait du bouturage. Soit ce que les gens aimaient bien, c'était prendre un sarment, ils faisaient une fosse, ils enterraient une partie du sarment dans le sol, ils le laissaient comme ça pendant un an. Dans la partie qui était enterrée, ça émettait des racines, et ils faisaient du marcottage. En fait, avant le phylloxéra, une vigne, on ne l'arrachait jamais. Une vigne, elles étaient plantées en foule, il y avait jusqu'à 50 000 pieds de vigne à l'hectare. Et en fait, quand il y a un pied qui mourait, on prenait un sarment du voisin, puis pof, on faisait un autre pied, et c'était une population qui était en régénération permanente. Faire des pieds de vigne comme ça, vous pouvez toujours. Seulement un jour, et sans crier gare, les pieds que vous aurez multipliés comme ça, vous claquez, parce qu'il y aura un petit insecte qui sera passé par là, qu'on appelle le phylloxéra. Et le phylloxéra, c'est un insecte rugueux aussi.
Un cycle aérien, c'est ce qui fait qu'il soit propagé rapidement, parce que si vous ayez un insecte en l'air et que le vent, on va dire, souffle dans le mauvais sens, on a vite fait de promener un insecte sur 50-100 km. Donc les premières attaques elles se sont faites sur Bordeaux. De Bordeaux, ça a descendu la Gironde, ça a suivi la Garonne. À Toulouse, avec la Tramontane, c'est parti à Narbonne. À Narbonne, il y en a une partie qui a bifurqué vers le sud pour partir en vacances en Espagne, une autre partie qui est revenue vers le nord pour nous ennuyer. Et ça s'est fait en 40 ans. Mais le phylloxéra, il nous ennuie, c'est dans son cycle souterrain, et c'est pas un éléphant. Pour l'observer, il faut une loupe. Donc, si jamais il n'y avait pas eu de cycle aérien, il n'aurait pas envahi toute l'Europe. Si jamais il n'y avait eu que son cycle souterrain, il serait, et qu'il soit juste baladé puis des bûches en bus, même en coupant au cours par le massif central et tout, le phylloxéra, on n'en parlerait pas. Mais le fait que ce soit un insecte qui vole, il a envahi toute l'Europe. Et dans son cycle souterrain, il nous pose un problème parce que c'est un insecte qui a un rostre qui fait un trou dans la racine des plants de vigne. Et les variétés européennes, qu'on appelle Vitis vinifera, quand vous avez un trou dans la racine, c'est une plaie qui reste ouverte. Et le problème, c'est comme pour vous, si vous avez une plaie ouverte, vous allez avoir la gangrène qui va se mettre dedans. Et là, vous avez une plaie ouverte, vous allez avoir des bactéries qui vont entrer à l'intérieur, qui vont amener une nécrose du système racinaire. Et quand la plante va pousser, qu'elle va avoir ses premières feuilles, et que les feuilles vont avoir un effet de succion pour faire monter la sève à l'intérieur de la plante, il y a une rupture de sève qui se fait, et le pied de vigne meurt de soif. C'est quand même terrible pour un pied de vigne, vous pourrez le reconnaître. Donc, l'idée, ça a été d'essayer de sauver une masse racinaire suffisante. Et la première idée qu'ils ont eue, c'était après récolte, de noyer les terrains, parce que comme ils étaient au bord de l'eau, ils noyaient les terrains pour avoir un volume de racines qui soit suffisant, et en espérant que quand la plante redémarre, ils réussissent à se rééquilibrer. Ils sont lignés à pomper de l'eau pour arriver à rien. Après, ils ont essayé de la lutte chimique. Ils avaient fait des grosses seringues et ils injectaient du sulfure de carbone autour des pieds de vigne. Bon, ça s'est assez vite arrêté, c'était pas bon pour les insectes, c'est sûr, mais pas bon pour les gens non plus. Et la vigne continue à dépérir. Il faut savoir que nous, on a eu la Covid, ben eux, ils ont du phylloxéra. Et le gouvernement de l'époque a mis une prime de 150 000 francs or pour celui qui réussirait à éradiquer le phylloxéra. C'est une prime qui court toujours. Si vous avez une idée en allant vous coucher un soir, vous pouvez toujours essayer. Je ne sais pas combien ça fait en euros. Donc le gouvernement de l'époque avait la truc d'une chose, c'est qu'il n'y a plus de vigne. Plus de vigne, ça veut dire plus de vin, c'est une crise sanitaire et une famine. Et toute famine, ça a amené une révolution. Donc ils étaient assez motivés pour mettre un max d'argent pour réussir à sauver la viticulture et que les gens puissent avoir autant de vin qu'ils le souhaitaient. Si vous faites arrêter par les gendarmes que vous ayez bu que du vin, vous pouvez toujours expliquer que vous n'êtes pas révolutionnaire, vous prononcez des détails qui peuvent être trop intéressants. Il faudrait argumenter peut-être un peu quand même. Donc, il fallait absolument sauver la viticulture. En fait, il y a des botanistes qui se sont posés la question, ils sont allés aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des vitis, mais ce n'est pas Vitis vinifera, c'est Vitis rupestris, Vitis riparia, Vitis berlandieri. C'est des cousins de nos Vitis vinifera. Et en fait, quand l'insecte fait un trou dans la racine, il faut du liège, donc ça fatigue un peu le plant, mais ça ne met pas en péril son système racinaire. Donc l'idée, ça a été de ramener ces vitis américains. Ils n'étaient pas adaptés à nos sols, donc il a fallu les croiser. On a fabriqué une nouvelle génétique, des nouveaux plants, qui a la capacité de résister au phylloxéra. Et les vitis américains, en fait, ils produisent peu ou pas de raisin, puis le raisin qu'ils produisent à manger, c'est une vraie pénitence, puis à boire, ça doit être un truc qui se boit à 5, qui boit pour qu'être le soutienne. Donc ça n'avait pas franchement un grand intérêt œnologique, mais ça avait un grand intérêt au niveau biologique. Biologique. Donc on a des vignes qui poussent maintenant en France, avec ces gènes américains, et qui font des gros sarments qui font 6, 7, 8 mètres de long, qu'on laisse courir même le sol. Jusqu'il y a une dizaine d'années, on trouvait ça que dans le sud de la France, on commençait à les trouver en Ardèche, du côté de Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans le Gard, dans le Vaucluse. Et je ne sais pas si jamais vous êtes arrêté un jour sur la 7 du côté de Saint-Paul-Trois-Châteaux, où il y a des éoliennes sur l'aire de parking qui est là. Tout autour, il y avait des vignes mères de Porte-Greffe. Vous voyez des vignes qui couvraient même le sol. Vous disiez que les viticulteurs qui faisaient ça, ça devait être des sacrés dégueulasses et qui pouvaient s'occuper un peu de leur vigne. En fait, ils travaillaient très bien. Tout ce qu'ils voulaient, c'était des sarments qui fassent 7-8 mètres de long, sur des diamètres entre 7 et 13 mm, pour pouvoir les exploiter.
Donc on récolte ces pois-là, et ça, on va après les couper en petits morceaux comme ça, et c'est les porte-greffes. Donc ça résiste au phylloxéra. Par contre, dans les porte-greffes, on a des systèmes racinaires qui sont différents. Si jamais vous êtes sur un bas de coteau où il y a beaucoup d'eau qui peut rester, ou des terres qui sont un peu asphyxiantes, on va chercher des systèmes racinaires qui soient plutôt traçants. Si jamais vous êtes en Sicile, on va plutôt chercher un système racinaire qui soit plongeant. Donc si jamais vous êtes en Champagne, où il y a des taux de calcaire qui sont très élevés, on va prendre un autre type de porte-greffe. Donc ça, on l'adapte au sol. Et au-dessus, on va mettre par greffage la variété qui peut être un chardonnay, un pinot noir, un sangiovese, un tempranillo, un furmint. Et donc ça c'est le sol, ça c'est le fruit. La connexion entre les deux, elle s'est faite au début en greffe anglaise. C'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous. Vous achetez un greffoir bien aiguisé, beaucoup de sparadrap parce que ça c'est tranchant, et vous mettez comme ça dans un pot, comme ça, et vous faites une coupe oblongue, après vous faites une esquille. Vous reprenez l'autre morceau, vous faites votre autre coupe oblongue, votre autre esquille, et après vous enfilez le morceau l'un dans l'autre. Voilà. Hop là, c'est une greffe en anglaise double. Je sais faire ça, toi. Et en fait, c'est surtout des hommes qui le faisaient. Et en 1895, mon grand-oncle, Albert Guillaume, a eu le premier prix pour la qualité de ses greffes, où il a eu un beau diplôme, qu'on a toujours, et puis il a eu 5 francs, ça faisait 100 sous, mais ça faisait des sous pour l'époque. Les 100 sous, on ne les a pas gardés, du moins ça a été... Mais on a toujours le diplôme. En fait, à l'école, on apprenait pas l'allemand ou l'anglais, mais on apprenait plutôt à greffer dans les zones viticoles, parce qu'il fallait absolument sauver la viticulture. Le greffage, il a évolué il y a une quarantaine d'années, pour devenir un greffage en oméga. C'est un système tonneau-mortaise avec une pièce mâle, une pièce femelle qui sont emboîtées l'une dans l'autre et sans jeu normalement, à force de le monter et de le démonter, c'est plutôt. Et ça par contre c'est des femmes qui le font parce qu'elles ont une meilleure dextérité que les hommes et puis elles ont un meilleur coup d'œil aussi parce qu'il faut respecter les diamètres entre greffon et porte-greffe en général. Quand les hommes greffent, ils mettent du gros sur du petit sur du gros. Ça m'étonne pas. Ensuite, on va plonger ça dans de l'acier pour pouvoir protéger les tissus des oxydations. Et après, on va passer en stratification. La stratification, c'est des conditions chaudes et humides où on a 30 degrés, 100% d'humidité. Et quand vous êtes dans ces conditions-là, vous allez avoir un œil qui va se développer et qui va commencer à former une tige, un cal qui va se former entre le greffon et le porte-greffe, et un cal qui se formera ici qui servira d'acide génératrice à vos futures racines. À ce stade-là, il y a deux solutions. Soit on peut continuer à forcer les plants, on les met dans des petits pots en tourbe qui sont pour compacter, et en 2 mois on fabrique un pied de vigne. Mais c'est un pied de vigne qui est super fragile, parce que si jamais vous prenez le pot un peu fort, vous cassez les racines, le plant il est foutu. Si quand vous avez fini de planter, vous avez une équipe de lapins qui passe par là en se disant super un grand champ de salade et qui commence à venir vous grignoter vos pieds de vigne, le plant il n'est plus poussant, il meurt. Puis quand vous avez planté votre vigne, vous avez votre vigne qui pousse, mais vous avez des herbes qui poussent aussi autour. Donc il faut prendre une pioche, puis il faut quand même gratter autour du pied de vigne. Comme c'est pas lignifié, si jamais vous êtes un peu nerveux avec votre pioche, vous risquez de casser la greffe. Donc c'est pas forcément la solution que les gens préfèrent. Ce qu'il faut savoir, la grande leçon de la journée, c'est que la génétique, elle prime sur le terroir. Un terroir permet d'exceller une génétique. Et la génétique prime sur le terroir. Par exemple, vous prenez les pinots, en termes de production, vous pouvez passer de 1 à 20. Vous avez des sélections qui sont faites, par exemple, pour la Bourgogne, pour des grands crus, on va chercher des petites grappes un peu lâches, avec des baies pas trop grosses, des pellicules un peu épaisses, de façon à ce que vous ayez de la matière dans les vins. Vous prenez un pinot pour une sélection champenoise, là on va chercher des grosses baies,
des pellicules pas trop épaisses, des grappes assez longues pour qu'on garde suffisamment d'acidité sur les vins, qu'on n'aille pas sur des maturités qui soient trop fortes pour pouvoir refaire nos prises de mousse. On est toujours dans la famille du Pinot. Vous avez quelqu'un en Bourgogne, même dans un grand cru, qui plante une sélection champenoise, il peut lancer la traviata, jouer de l'accordéon et faire tout ce qu'il veut autour de sa vigne, il ne fera jamais un grand vin. Et un champenois, vous lui vendez une sélection bourguignonne, il ne fera jamais les volumes. Dès qu'il va presser, ça va sortir rose, le gars il s'arrache les cheveux. Et une vigne, on ne la plante pas pour un jour, on la plante pour 50, 60 ans. Donc c'est quand même assez mortifère d'avoir fait une connerie. Donc les gens acceptent la solution des ports, parce qu'une année de production, quand vous êtes dans un grand cru en Bourgogne, ça fait quand même un peu d'argent, donc ça vaut quand même le coup d'être un peu moins nerveux avec sa pioche, de nettoyer un peu autour des trucs. Ce que les gens préfèrent, c'est que nous on les plante au mois de mai et juin, aux pépinières, qu'on les fasse pousser. Voilà ce qu'on récolte au mois de novembre, c'est un greffé soudé, c'est-à-dire que vous avez la tige qui s'est développée, qui est parfaitement lignifiée, le col qui fait la liaison entre les deux, et puis vous avez les racines qui se sont développées. Après, on le met en chambre froide, on le récolte au mois du moment où on le plante au mois de mars. J'ai des viticulteurs, on les retaille à 2 yeux, on raccourcit les racines, et 3 ans après, vous avez la première récolte. Des petits morceaux là qu'on a assemblés, on en a fait 17 millions. Donc on est le 3e producteur mondial en plan de vigne. Les filles quand même qui greffent, pour vous donner quand même une idée, les plus rapides, elles peuvent en greffer jusqu'à 9000 par jour. On met 2 coups de pédale. Donc on a des filles qui ont beaucoup de pédales, c'est pour ça qu'on a la planche de belle finish. Pour revenir après au vignoble, donc nous on a 46 hectares de vignes qui nous servent à faire du vin comme tout le monde, mais c'est aussi on récupère tous les sarments. C'est pas pour faire des barbecues pendant l'été, nous c'est pour les couper en petits morceaux pendant l'hiver, pour pouvoir faire des descendants à nos vignes. En fait, toutes nos vignes elles sont testées au niveau virologique pour qu'on s'assure de ne pas propager de maladies à virus par le greffage et qu'on n'aille pas empiéter une région avec des maladies. Et la cuverie, elle nous sert aussi à faire des mini-vinifications, c'est pour ça que vous avez tout un tas de petites cuves, parce qu'on est tout le temps à la recherche de nouvelles sélections, et entre le moment où vous passez dans une vigne, parce qu'on passe dans des vieilles vignes pour regarder du moins la morphologie des grappes, et qu'il y a quelque chose qui nous intéresse, on passe pendant déjà 3-4 ans pour vérifier que la morphologie soit quelque chose, le caractère soit stable. Après, on prend les sarments, on fait des pieds de vigne, on les teste, parce que des fois, quand on vient sur un caractère juvénile, on peut avoir des grappes qui ne correspondent plus du tout à ce qu'on avait vu. Et c'est pas parce qu'il y a forcément un beau raisin qu'on fait un bon vin. Donc après, il faut quand même les vinifier de façon à ce qu'on soit sûr qu'on apporte un plus au niveau qualitatif par rapport à ce qu'on peut faire. Donc la cave, elle sert aussi de labo pour la pépinière à ce niveau-là. La cave où on est, là, on l'a construite en 92. En fait, on aurait dû la construire en 91. À l'époque, on avait moins de vignes. Bon, quand mes parents ont pris, il y avait un peu de vignes et puis on avait quelques hectares. Et là, ils avaient reconstruit une maison, ils avaient gardé l'ancienne cave de la maison sur laquelle ils avaient construit. Mais devant, ils avaient mis un garage. Et puis dans le garage, finalement, les cuves, ça rentrait pas mal. Donc c'était bien, on a commencé avec des cuves dans le garage. Normalement, il y avait une salle de jeu qui était prévue pour les enfants sur le côté. Mais les barriques, ça marchait, ça rentrait bien aussi. Donc on a commencé à en mettre là. Et après, sous notre ancienne maison, il y avait aussi une cave, mais il y avait 17 marches. Pour remonter les tonneaux, c'était un peu dur. Mais on en a mis là, et puis ça devenait quand même compliqué parce que le pressoir, on l'avait à l'extérieur, et quand il pleuvait, on mettait des bâches, et les bâches s'enroulaient autour du pressoir. Dans la cour, on avait des cuves pour finir de vinifier. Donc, normalement, en 91, on devait monter la cuverie, parce que et en fait, en 91, c'est la pire année que j'ai jamais vécue. 91,
Le 22 avril, il a fait -7. En fait, à cette époque-là, on avait moins de vignes, je m'occupais encore des plantations, on avait des machines à planter qui étaient guidées par laser. Et j'étais en train de planter sur Chablis, et on avait un laser qui portait à 350 mètres. La vigne, elle faisait 50 mètres de long, le laser, il ne passait pas, on ne réussissait pas à capter le faisceau, tellement il neigeait. La neige, on l'a retrouvée à 5h30, 6h, quand on avait fini de bosser sur Chablis, sur Dijon. Puis nous, elle est arrivée ici à 8h30. À 8h30, est tombée une belle neige, bien lourde, qui s'est bien collée sur tous les sarments. Les bourgeons qui étaient poussés haut comme ça les a bien englobés. Puis à minuit, 1h du matin, c'était la fête au village à côté. Donc je ne devais pas être trop fatigué de la semaine, donc j'étais allé faire le bazar là-bas. Puis en sortant, ben, il y avait sa glace sur les voitures. Et le lendemain matin, il y avait un ciel d'un bleu azur. Je peux vous garantir qu'il était magnifique. C'était une catastrophe. Tous les bourgeons étaient cramés. On les avait passés, on les aurait pas. Ils étaient comme du tabac, on les aurait passés au chalumeau, ça n'aurait pas été pire. Pour vous donner une idée, quand même, pour les rendements, sur les chardonnays, on est entre 60 à 70 hectos à l'hectare, c'est entre 6 et 7 000 litres à l'hectare. Là, on avait 70 litres. Sur les pinots, on était à 150 litres. Sur les gamets, c'était disons, il y avait 400 litres, un truc de dingue. J'ai pas eu besoin ni du garage ni de tout le reste, hein. Il y avait largement la place pour tout loger. Et puis il n'y avait pas besoin de construire de cuverie, hein. Donc c'est ce qui fait qu'on l'a construite en 92. Ça nous a permis d'améliorer les plans, ça a un côté positif quand même. Mais ça a été vraiment une année très dure. Et donc on a construit cette cave-là, mais par contre, ce qu'il y a, c'est que je voulais travailler à l'abri, donc sur la plateforme de réception de la vendange. J'ai plus besoin de bâche, j'ai plus besoin de toutes ces choses-là. La cuverie, on l'avait dimensionnée pour 35 hectares, en se disant que quand un jour ça arriverait peut-être, on en a 46, donc bah, vous avez à nouveau des cuves qui sont dehors, là, c'est un nouveau le bazar, il faut que je fasse une extension. Mais bon, donc ici on est sur la plateforme de réception de la vendange, vous avez deux pressoirs, c'est des pressoirs pneumatiques, c'est-à-dire que c'est comme un ballon de baudruche qui gonfle et qui écrase le raisin contre la paroi. Le jus est récupéré dans la cuve qui est en dessous, il y a deux tuyaux qui passent sous les dalles et qui permettent de dispatcher les jus sur les 10 cuves qui sont à l'entrée de la cave. Elles sont thermorégulées, on refroidit les cuves pour que les jus se clarifient d'une manière naturelle. On tire les jus clairs, une fois que les jus clairs sont tirés, les fermentations vont commencer naturellement. Parce que sur la pellicule du raisin, vous avez des levures qui montrent toute chose sans transformer le sucre en alcool. Par contre, la fermentation, c'est une réaction qui est exothermique, qui va libérer de la chaleur. Et plus la température monte, plus c'est chaud, plus les levures sont excitées. Donc c'est quelque chose qui va en s'amplifiant. Et là, la température, si elle monte trop fort, au-dessus de 30 degrés, les levures, elles ne survivent pas. Elles ont des copines, c'est des bactéries qui se mettent en route. À ce moment-là, à la place de faire une cuve de vin, vous faites une cuve de vinaigre. Bon, c'est pas tout à fait le but. Donc il vaut mieux contrôler ces températures pendant qu'on fait les fermentations. Ça, c'est pour les blancs. En fin de fermentation, il y en a une partie qui est vieillie en pièces, et je vous en parlerai après. Pour les rosés et pour les rouges, les rosés, du moins, c'est pas un assemblage de blanc et de rouge, c'est des macérations qui sont plus courtes, du moins pas en France. On ne mélange pas du blanc et du rouge, dans certains pays, aux États-Unis, en Australie, ça on peut. Mais en France, non. Donc, on fait des macérations qui durent entre 4 et 24 heures. En 2003, la vendange rentrait très très jaune. En 4 heures, on avait extrait suffisamment de couleur. En 2013, on a vendangé sur octobre. En 24 heures, on avait tout juste assez de couleur. En fait, la cinétique d'extraction de la couleur, elle est totalement liée à la température. Plus vous avez une température élevée, plus vous extrayez rapidement de la couleur. Ça, et après, on vinifie comme un blanc. Pour les rouges, j'ai deux types de fermentation. Pour les gamets,
où j'ai la température, on va décuver, on va pressurer et on va continuer à fermenter à basse température. Pour les pinots, où il y a des pellicules qui ne sont pas très épaisses, il faut absolument une action mécanique. On fait du pigeage. Le pigeage, c'est ce que vous voyez dans toutes les gravures avec les gens qui sont en train de piétiner joyeusement la vendange, en souriant, mais c'est juste pour la photo, parce qu'on s'en lasse vite. Et puis l'autre chose, c'est qu'il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui est dangereux. Chaque année, il y a des viticulteurs qui finissent au fond de leur cuve, et ça n'améliore pas la qualité des vins. Loin de là, c'est même fortement déconseillé, parce que vous prenez plein de gaz carbonique, et vous asphyxiez. Donc c'est tout ce quand on habitait chez les parents, on avait juste la place où on arrivait à 4 pattes au-dessus des cuves pour pouvoir les piger. On a toujours fait ça avec un poisson puis un pêcheur. Parce que si jamais on n'était pas bien, il valait mieux que le pêcheur soit costaud pour nous donner un coup de main pour sortir de la cuve. Donc comme c'est toujours moi qui faisais le poisson, et que je suis pour le partage des tâches, en revenant ici, je me suis fabriqué ça, parce que je me sens quand même beaucoup plus terrien qu'aquatique, je me sentais beaucoup mieux sur les bords de cuve. Et on était à deux toujours pour faire le pigeage avec ça. Ces cuves-là, elles font 1m70, ça se passait bien. Ceux-là, elles font 2m10. On pensait qu'on était assez gaillards et tout. On était deux points dehors après le truc, on ne réussissait pas à l'enfoncer. Donc on est à 4 à bosser à la cave. J'ai convoqué tout le monde à une conférence au sommet, on a fait notre premier pigeage, puis l'après-midi j'ai été à la laiterie pour souder ce truc-là, pour qu'on puisse commencer à décompacter les cuves. Il faut savoir, un vin c'est la composition de 3 choses. C'est un millésime, un terroir, puis la forme du viticulteur. Non, parce que on fait 3 semaines de récolte. Puis 3 semaines de vinif, où on est quand même tout le temps en zone rouge. Donc, le pigeage, c'est la première chose qu'on fait le matin, comme ça on est sûr que tout le monde est réveillé. Puis c'est la dernière chose qu'on fait le soir, comme ça on n'a pas besoin de berceuse pour aller se coucher. Donc, quand vous avez chargé votre dernier pressoir, qu'il est 11h ou 11h30, et puis vous êtes en train de faire des trous comme ça dans vos cuves, puis que vous avez 4 ou 5 à passer, vous dites que vous n'allez pas vous coucher de bonne heure. On ne le dirait pas, mais il y en a 60 dans la cour qui vous mettent la même demain. Alors, pour essayer de se préserver un peu, je me suis fabriqué un robot pigeur. J'ai fait un châssis là, métallique assez lourd, puis avec un valet pneumatique que je balade maintenant pour pouvoir faire mon pigeage. Bon, et maintenant on descend juste un petit bouton comme ça. Bon, le système a un défaut, hein. On a tous pris 7-8 kilos hein, depuis à la fin. On n'a pas décidé de revenir à l'ancien système. Si jamais on a passé 3 semaines à appuyer comme ça sur le raisin, vous avez à peu près tout écrasé. Vous avez les raisins, les marcs qui sont au-dessus, le vin qui est en bas. Le vin, on les tire, c'est les vins de gouttes. Les marrons, le pressure, c'est les vins de presse. Et par contre, ils sont séparés pendant l'élevage. On pourrait être réassemblés au moment des mises. Et puis, pour essayer d'augmenter mes durées de macération, comme je suis un enfant sage, j'ai droit à un cadeau de Noël, mais au mois de septembre. C'est les cuves tronconiques là-bas. Parce que quand on est sur des cuves droites, quand on écrase, on a toujours un effet de cisaillement qui est. Parce que si vous êtes sur une cuve tronconique, quand vous appuyez, ça permet à la vendange d'échapper un peu plus. Donc on triture moins la vendange, c'est un peu plus doux comme extraction. On peut gagner 2 ou 3 jours de plus en extraction. On va en bas, je vous parle du reste de l'élevage, puis après, je vous laisse repartir, soit manger, soit travailler. Vous ferez attention à la marche. Hein. Ici, on est sur notre cave de vieillissement. En fait, on est enterré, là, on est sous le sol. Des barriques, normalement, il y en a entre 380 ici. C'est de la barrique bourguignonne, hein, ça fait 228 litres. 300 bouteilles, une par jour, sauf dimanche et fête. On a un peu plus de temps pour prendre un magnum. Au niveau des barriques, c'est du chêne. Donc j'ai fait différents essais sur le chêne. J'ai essayé du chêne de l'Allier,
du chêne de la Nièvre, du chêne de Tronçais, du chêne du Limousin, du chêne hongrois, du chêne américain et du chêne des Vosges. En fait, je suis toujours revenu sur les Vosges pour trois raisons. Un, c'est un chêne à grains fins, donc il ne fait pas des apports en oxygène qui sont trop massifs. Au niveau des tanins, c'est pareil, ça ne va pas être des tanins qui vont être trop marquants. La troisième raison, elle est quand même sentimentale. C'est quand on dit Vosges, on peut dire Haute-Saône aussi. Parce que le premier département producteur de chêne amérin, c'est la Haute-Saône. Les Nérandiers sont dans les Vosges. Il y a une partie des chênes qui viennent de Haute-Saône. Et utiliser les mêmes arbres qu'on peut utiliser mes parents ou mes grands-parents, je trouve que c'est un côté sympa. Voilà. C'est un élevage quand même qui est assez onéreux, hein, parce qu'une pièce ça coûte à peu près 1000 €. Donc j'en ai 500, je les garde pendant 10 ans, donc je n'achète à peu près une cinquantaine tous les ans. Au niveau de l'élevage, toutes les semaines on passe pour leur remettre un petit canon à chacune. C'est ce qu'on appelle le houillage. On ne le dirait pas, mais le bois-bois. En fait, mon plus gros client à la cave, c'est les tonneaux. C'est celui qui paye le plus mal, mais c'est quand même mon plus gros client. Et toutes les semaines, on passe pour refaire le plein. Et sur les blancs, on fait ce qu'on appelle du bâtonnage. C'est-à-dire qu'on va maintenir en suspension toutes les lits fines, de façon à ce qu'il y ait une autolyse de ces lits qui se fasse. Donc toutes les semaines, on passe, on va touiller le fond de notre tonneau, pour mettre en suspension toutes les lits fines. C'est pas pour dégoûter les gens pour ne pas qu'ils boivent, c'est juste pour nourrir le vin d'une manière naturelle. Et ça se fait sur les blancs. Il ne faut pas le faire sur les rouges. Si vous le faites sur un rouge, vous commencez avec un rouge structuré, vous finissez avec un rosé très souple. Parce qu'en fait, si vous mettez en suspension, c'est des protéines. Les protéines, elles vont se combiner au tanin. Donc c'est comme si vous colliez toutes les semaines votre truc. C'est la théorie, mais dans la pratique, j'ai essayé, c'est vraiment une connerie. Hein. Je vous le déconseille fortement. L'autre chose, c'est qu'un tonneau, c'est une mémoire éléphantesque. C'est-à-dire qu'un tonneau, si jamais vous lui faites une crasse, il vous la rendra toujours. Donc si jamais il y a un tonneau dont vous n'êtes pas bien occupé et qui a attrapé un faux goût, vous pourrez passer tous les produits que vous voulez dedans, il ressortira toujours. Ça vous permettra de reconnaître votre vin, dire que vous en serez satisfait, c'est une autre question. S'il y a un tonneau chez vous dont vous n'êtes pas bien occupé, le mieux, c'est de prendre une tronçonneuse, de faire 2 pots de fleurs que vous serez toujours content de voir. C'est pas de remettre quelque chose dedans. Les tonneaux, en fait, on les goûte. Il y a eu une journée où on goûte tous les tonneaux en blanc. Donc on commence à 9 h le matin, puis on goûte 225 blancs en les notant tous un par un. Ça, c'est la journée d'échauffement. Le lendemain, on commence à 9 h, on finit à 19 h, donc on goûte 275 rouges. Et la dernière heure sur les rouges, elle est dure. Si, non, mais c'est fatigant. C'est fatigant parce que c'est des vins qui sont jeunes, qui sont tanniques et tout, ça fatigue les papilles. Et en fait, ça, on le fait toujours à deux. Jusqu'en 2016, je le faisais avec mon père. Il a arrêté, il a dit c'est la dernière année où je fais le tour de tout parce que il dit le soir on a fini les rouges, il dit j'ai l'impression que je suis un peu bourré quand même. Il avait 94 ans, je trouve qu'à 94 ans goûter 500 barriques en 2 jours, en les 2 temps, c'est quand même pas si ça conserve quand même, hein, finalement. Donc, en fait, on les goûtait tout le temps à deux. En fait, en 98, on était en train de goûter des barriques sur des pinots, puis il goûte un truc, et puis il me dit « Ah, ça !» Il dit ça me rappelle un vin que mon père m'avait fait goûter quand j'avais 15 ans, en me disant de le mémoriser comme un grand vin. Ouais, je lui dis « C'est génial, c'est un sacré passage de témoin. » Puis on a trouvé 6 barriques qui avaient ces caractéristiques-là, qui étaient... Et donc je les ai mis à part, c'est là où j'ai commencé les collections réservées en signant à mon père parce que je trouvais que c'était un beau passage de témoin. Ça vient d'une seule parcelle. En fait cette parcelle-là elle est assez géniale. On est sur une argile à chaille avec des calcaires durs dessus. Quand vous êtes là au-dessus, en plein été, à 9 h le soir, vous regardez un super coucher de soleil. Vous avez une petite brise chaude qui est là et vous êtes en t-shirt et il fait super bon.
vous descendez d'Angers, il vaut mieux mettre une petite laine parce que c'est pas tout à fait le même climat. C'est vraiment un microclimat qui est à part. Et au niveau nature de sol, on est vraiment proche de ce qui se fait dans les crues en Bourgogne. En fait, il n'y a que sur cette partie-là de Surgy, on a ça parce qu'il y a un gars qui s'appelait Kenny Monceau, qui était professeur à Lons-le-Saunier, qui était originaire de Gy, et qui a fait une carte géologique de tous les terroirs sur Gy, et qui nous a cédé. Et en fait, c'est vraiment un coin à part, et c'est vraiment le must de ce qu'on peut avoir, à mon avis. Donc, c'est une parcelle qui fait 2,5 hectares. Il y a 1,20 hectare en chardonnay, puis 1,30 hectare en pinot noir. Donc, les chardonnays en collection, on a commencé seulement dans les années 2000 à les faire, parce qu'avant, je ne trouvais pas une différence qui soit significative par rapport aux vieilles vignes, mais c'est là tout. On avait toujours les meilleures maturités, en gardant les meilleures acidités en même temps, ce qui permet au vin de se conserver. Une fois qu'on a dégusté toutes nos pièces, ben on a déterminé les catégories, et en une semaine, on vide nos 500 barriques, on est à 6, donc on les pompe. Après, on a un chantier qui est installé là, on les rince à l'eau claire. En plus, après, on les passe au surpresseur en eau chaude pour casser du tartre, le tartre qui n'est pas bien accroché dedans. On les rince à nouveau, on les nettoie à l'extérieur, on les passe à la vapeur. On les emmène jusque dans la cour, on les laisse sécher pendant 24 heures, on brûle une mèche de soufre dedans. Après, on les met en palette par 5, on les descend dans une chambre froide à la pépinière. Et après, tout le monde part en vacances, sauf moi, je vais me faire avoir. Alors, ça c'est pour les petits contenants, mais pour les gros, ce qu'on faisait tout le temps, c'était qu'on rentrait, puis on nettoyait ça avec des cristaux de soufre, et ça, j'aimais pas ça du tout. C'est vraiment le truc que j'avais horreur. Puis en 95, il y a mon père qui avait un tonneau de mort, et il l'a mis en bouteille au mois de mars-avril. Donc le tonneau était vide. J'allais pas aller le mécher, parce que vous mettez une mèche dedans, vous vous retrouvez en slip au milieu de la plaine. Il n'y a pas d'histoire. C'est assez détonnant comme opération. Donc, je l'ai laissé comme ça, je ne savais pas trop quoi y faire. Je verrai dans quel état il sera quand on en aura besoin. Au mois de décembre, quand on a commencé à redistiller, quand il a commencé à redistiller, il était sorti le tonneau, tout était bien, puis il est resté tendu, tout. Finalement, ça pourrait peut-être être une bonne idée. Donc l'année d'après, j'ai pris 3 litres de gnôle, j'ai nettoyé le plus petit foutre que j'avais, c'était un SL19. À l'époque, je rentrais dedans, maintenant il faudrait que je prenne beaucoup plus d'élan pour y arriver. Donc je suis rentré dans mon tonneau avec 3 litres de gnôle, puis j'ai pas mon tonneau à la gnôle. Je suis sorti. À quelle patte? Ah ben là, j'étais rond comme une queue de pelle, et je n'en ai pas bu une goutte. Avec les vapeurs d'alcool, c'était incroyable. Mais j'étais vachement content, mais pour le tonneau, je parle parce qu'il y en a toujours qui interprètent mal les choses. J'étais vachement content. Et maintenant, en fait, les tonneaux, on les nettoie comme il faut, on les passe en eau chaude, on décolle tout ce qui est. Et on les repart à l'agneau, à l'alcool. Vous avez du monde qui vient vous aider? Alors, maintenant, on le fait avec un masque à gaz. Ah. C'est quand même beaucoup mieux. Et si jamais je vous dis ça, c'est parce qu'il y a un jour où il y avait un tonneau qui était à la place de la cuve 25, qui venait du château de Charsène, qu'on avait récupéré. Et qui faisait 30 et quelques hectos, puis j'étais dedans en train de le peindre façon de dire à l'agnole. Puis il y a une petite dame qui est arrivée par là, puis qui rentre, et j'attendais personne à la cave, puis qui avait des hauts talons, puis elle arrive, et ça faisait tic tic tic, ouh, il y a quelqu'un, tic tic tic, et elle venait, elle donnait des papiers comme ça, et elle arrivait à peu près au coin où était l'escalier. Là j'ai entendu du bruit, donc j'ai sorti la tête par la porte du tonneau, effectivement. Et d'un seul coup, là, j'ai pas entendu tic-tic-tic, j'ai entendu waouh, elle a fait un démarrage. Alors là, je peux vous garantir, pour les JO, ils ont dû leur mettre des talons électriques. Il n'y a rien de tel pour démarrer. Les papiers sont montés à 3 mètres en l'air, elle a hurlé un grand coup. Elle est partie. Elle est revenue en rallant, elle avait dû faire un faux départ. Donc, en fait, méfiez-vous, vous ne savez jamais ce qui peut sortir d'un tonneau. Bon, voilà, presque tout ce que je peux vous dire, des petites anecdotes.
Je vous laisse retourner au travail. Merci. Merci beaucoup.